Bonjour, je m'appelle Hélène Laurenceau et vous écoutez Dyad Podcast. Une dyade, c'est l'ensemble de deux éléments en interaction. Vie pro et vie perso, voilà deux éléments qu'on tente parfois de séparer. Mais choisir son métier, s'épanouir, changer de vie professionnelle ou créer son entreprise a forcément un impact sur le reste de notre vie. Dans ce podcast, je m'intéresse aux liens que mes invités entretiennent avec leur travail. Est-ce que faire un métier qu'on aime, qu'on a choisi, qu'on a créé parfois, c'est toujours facile et source de bonheur ? Pour ce nouvel épisode, Ophélie ne va pas vous parler de son métier, mais de ses métiers. De créatrice de contenu sur les réseaux sociaux à agricultrice, c'est avec le même goût de l'aventure et la même énergie qu'elle mène de front ces deux professions. Un mélange surprenant, mais quand c'est elle qui en parle, au milieu des noyers de la ferme familiale, ça n'a plus grand-chose d'étonnant. Elle s'est simplement construit un travail qui lui ressemble. Je m'appelle Ophélie, j'ai bientôt 31 ans et je suis... Alors mon métier, c'est toujours un peu délicat à dire mon métier, parce que en fait j'ai plusieurs métiers. À la base, je suis créatrice de contenu sur les réseaux sociaux, donc sur Instagram. Et de fil en aiguille, je me suis installée comme agricultrice avec mon conjoint. Et donc je suis aussi productrice de noix. Je me souviens très clairement de ma terminale où au mois de novembre-décembre, il fallait rendre ses vœux. Et je me souviens avoir dit à mes parents « Oh là là, mais je suis incapable de savoir ce que j'ai envie de faire plus tard ». Et d'avoir raté une journée de cours pour aller au salon de l'étudiant et dire qu'est-ce que je vais faire l'année prochaine. Et un peu par hasard, je suis arrivée dans une école de commerce, un peu orientée par mon papa quand même, qui travaillait dans cette voie-là, qui était entrepreneur. Il aurait aimé en fait avoir cette formation d'école de commerce. C'est comme ça que je me suis retrouvée en école de commerce sur Lyon, sans savoir quel métier derrière je voulais faire. Voilà. C'était encore très flou. J'avais des grandes lignes, mais je savais pas exactement. J'avais pas un métier fixe et je m'étais pas dit tu feras ça plus tard. Au bout de la deuxième année, j'ai commencé à me dire oh là là, mais en fait ça me plaît moyen. J'aimerais bien faire autre chose. Et en fait les choses en école de commerce font que c'est très compliqué d'en sortir et pour aller faire autre chose. C'est une question un peu logistique. Donc je suis restée dans cette école de commerce, j'ai décidé d'en faire quelque chose qui me plaît et du coup d'orienter notamment mes expériences en entreprise vers des domaines qui me plaisent. Ça m'a permis de tenir et du coup oui, j'ai mon diplôme d'école de commerce, donc c'est un master 2 en stratégie de marque, innovation et lancement de produits. J'ai fait un emprunt pour financer mes études et du coup j'arrive en sortie d'études et j'ai ce coup près qui tombe sur ma tête de dire ah ouais, maintenant il faut que je rembourse mon emprunt. La première chose que j'ai dû faire en sortant de mes études, c'est de faire un emprunt pour rembourser mon premier emprunt parce que je ne trouvais pas de travail. Donc ça a été déjà une première entrée dans le marché du travail où je me suis dit « Ah ouais, c'est chaud quand même ». Moi, je pensais sortir de mon école de commerce un peu les doigts dans le nez et dire « Je vais trouver un boulot facilement ». Sauf que j'avais des exigences qui étaient un peu hautes. Voilà, j'ai des valeurs qui sont très importantes et je ne veux pas y déroger pour mon travail. Et donc, du coup, ça m'a mis un peu des barrières et des bâtons dans les roues quand je suis arrivée sur ce marché du travail. Je me suis montée en auto-entreprise et mon premier boulot, ça a été de faire de la prestation pour une association en Belgique. J'ai habité sur Bruxelles, c'était vraiment très très chouette, c'était un très cool moment, mais moi j'étais amoureuse d'un paysan qui habitait ici, là, au milieu de ces noyers. Et du coup, je me suis dit, Bruxelles c'est vraiment un chouette endroit, mais c'est pas là que j'ai envie d'être pour faire ma vie. J'avais un boulot qui était plus alimentaire dans les assurances et c'est là que je suis tombée enceinte et que donc du coup j'ai commencé sur les réseaux sociaux complètement par hasard. Instagram, c'était pas du tout un projet, c'était vraiment un loisir au départ. Je trouvais que je recevais déjà plein de conseils et je suis vraiment du genre à me renseigner sur plein de trucs et il y avait plein de conseils que je trouvais tout pourris, hyper désuets, ou vraiment j'avais pas envie de recevoir ce genre de conseils. Et puis en fait, il y a eu ce jour où j'ai eu mon premier rendez-vous de préparation à l'accouchement. Je pose une question sur mais ce moment-là, c'est pas le moment où on fait du pot à pot avec le bébé, parce que j'étais déjà renseignée sur après l'accouchement, qu'est-ce qu'on fait, alors que j'étais pas encore en train d'accoucher du tout, mais j'étais déjà bien renseignée. Et là, elle m'a dit, non, le pot à pot, ça se fait plus. Maintenant, pour faire du pot à pot, le bébé est en pyjama. Et donc, du coup, ça tombait sous le sens pour moi, de pot à pot en pyjama, ça marchait pas, quoi. Donc, j'ai créé ce compte Instagram que j'ai appelé Garde tes conseils, parce que j'étais un peu énervée. Et j'ai commencé à poster le conseil de cette sage-femme et aussi les conseils dont je me souvenais que j'avais reçus moi
par mon entourage et ça a marché tout de suite super fort parce que c'est tombé dans l'oreille d'une jeune maman qui avait déjà elle avait quelques milliers d'abonnés, je crois qu'elle avait 4 ou 5 000 abonnés et en quelques semaines ça a monté super vite. J'ai monté le compte en janvier 2019, j'ai accouché en mars et il y avait déjà 30 000 personnes. Donc en fait c'est allé très très vite. Complètement malgré moi parce que vraiment c'était pas fait pour ça, c'était vraiment un exutoire à la base. Je l'ai fait de façon anonyme parce que j'avais pas envie que mes proches reconnaissent les conseils qu'ils m'avaient donnés. Donc vraiment c'était pas du tout, l'objectif c'était pas du tout de travailler sur Instagram. Même si au moment de reprendre un travail j'avais beaucoup d'abonnés, c'était pas du tout quelque chose qui me permettait de gagner ma vie. D'ailleurs à ce moment-là j'ignorais encore qu'on pouvait gagner sa vie grâce aux réseaux sociaux. Vraiment Instagram c'était un grand flou. Je savais pas qu'on pouvait vivre des réseaux sociaux. Et vraiment, c'était la volonté de rester à la maison avec mon enfant et de dire voilà, j'ai fait un enfant et maintenant j'ai envie de passer le plus de temps possible avec elle et comment est-ce que je peux faire pour travailler et rester quand même à la maison avec elle. Au moment où j'ai fait une demande de rupture conventionnelle, ça a été refusé et donc la décision, ça a été de faire un abandon de poste. Donc c'était pas question de ne pas travailler, mais c'était juste de dire il faut que je rebondisse. Avoir le chômage, ça me permettait de vivre et de faire ce rebond en fait entre mes deux carrières. Alors que en fait, je ne savais pas du tout ce que serait ma carrière future. J'étais déjà quand même en micro-entreprise, j'avais des petites missions par-ci par-là, je savais que je pouvais faire rentrer des sous, développer des trucs, et puis de fil en aiguille, les réseaux sociaux sont arrivés, quoi. J'y passais entre 8 et 12 heures par jour. Donc je considérais déjà ça comme un boulot à temps plein et c'est là où j'ai découvert qu'il y avait des gens qui gagnaient leur vie sur les réseaux sociaux, que comme moi je regardais des stories, parfois c'était des contenus sponsorisés en fait, alors que moi j'avais absolument jamais capté ça. Vraiment j'étais la meuf qui disait ah ouais, c'est cool, elle nous parle de son legging, il est cool son legging, enfin voilà, vraiment naïf d'Instagram quoi. Et donc du coup, je me suis rendu compte qu'on pouvait être payé pour faire du contenu de marque. Je ne savais pas comment on fixait les tarifs parce que en fait, comment on fait pour savoir combien ça coûte mon travail? C'est un travail qui n'existe pas, il n'y a rien sur internet comme données. Donc c'était très flou. La première année, j'ai dû gagner 600 € sur un an de boulot. Pourtant des contenus de marque, j'en ai fait gratuitement, j'en ai fait et j'en ai fait et j'en ai fait beaucoup. Je pense que les marques se sont dit celle-là elle est bien, on va aller la voir, on va lui envoyer plein de produits, c'est super, elle en parle gratuitement, c'est top. J'étais toujours la plus mauvaise en cours de négociation en école de commerce et j'étais toujours aussi mauvaise en négociation dans la vraie vie. Et quand les marques venaient me voir, j'étais absolument incapable en fait de fixer un tarif. Et donc c'est là où je me suis rendu compte que j'avais besoin d'un coup de main parce qu'il y avait du potentiel en fait. Mais du coup je travaille avec un agent maintenant et donc c'est cet agent qui s'occupe de mes contrats. Donc c'est elle qui négocie avec les marques. C'est depuis que je travaille avec elle que j'arrive à me sortir un salaire sur les réseaux sociaux, ce que je ne faisais pas du tout avant. En parallèle, il y a aussi eu les éditeurs qui m'ont contacté. J'ai écrit un premier livre sur Garde tes conseils et puis ensuite j'ai écrit un deuxième livre un peu plus perso sur de l'autobiographie de comment s'était passée ma première, mon entrée dans la parentalité. Dès le départ, j'ai été très, très transparente en disant voilà, ça c'est un contenu sponsorisé, il y a plusieurs moyens d'être sponsorisé, soit on fait de l'affiliation, soit on est payé en fixe. Ça, je l'ai expliqué très très vite et j'ai aucun problème à dire que ma vie aujourd'hui, je la gagne grâce aux réseaux sociaux encore maintenant. Ça reste un peu flou pour beaucoup de personnes de mon entourage. La génération de mes parents, ils ont très peu Instagram. Mes parents, mes beaux-parents, ils ont très peu Instagram. C'est resté assez flou ce que je faisais. Je pense que la sortie du livre a quand même permis de voir que je faisais du travail quand même, juste je n'écrivais pas des messages qu'à mes copines sur mon téléphone et qu'il y avait un boulot derrière et qu'il y avait des gens qui suivaient mon travail et tout. Parce que ça a été quand même assez long de faire comprendre aux gens que je suis chez moi, je suis avec mes enfants, parce que du coup il y a eu un deuxième bébé qui est arrivé. Et en même temps, j'arrive à sortir un salaire. Puis alors, la grande peur que j'avais, et c'est pour ça que j'étais anonyme au départ sur les réseaux sociaux, c'était d'être découverte par mon entourage. Mais non, ça a été bien reçu par tout le monde. Quand je suis arrivée sur les réseaux sociaux, c'était pas question, mais alors vraiment, c'était pas question qu'on connaisse le prénom de mes enfants et qu'on voit leur visage.
C'était un choix qui était décidé avec mon conjoint, parce que c'est nos enfants à tous les deux et donc du coup on en a discuté. Parce que moi je raconte pas la vie de mes enfants en fait, je raconte ma vie de maman, je veux pas raconter la vie de mes enfants. Garder conseil est très vite devenu un compte un peu plus militant, malgré moi, parce que le but des départ c'était pas du tout d'être un compte militant, mais ça a pris ce chemin-là et donc ma vie perso avait moins sa place. Donc je vais faire un compte perso et ceux qui veulent aller sur le compte perso me suivent là-bas et ceux qui veulent pas restent que sur Garde tes conseils. Après, ce qui est compliqué avec les réseaux sociaux, c'est qu'on n'a pas le droit de faire de pause. Parce que en fait, l'algorithme d'Instagram fait que quand on fait une pause et qu'on revient, c'est beaucoup plus compliqué de faire redémarrer, on rame beaucoup. Donc au départ, je faisais jamais de pause. Vraiment, pendant mes vacances, je postais tous les jours. Voilà, je m'étais imposé un rythme hyper soutenu. Jusqu'au jour où j'en pouvais plus et là j'ai dit non mais là je prends des vacances en fait et je m'en vais et je poste plus rien. Ça a été très dur parce qu'en fait il y a une sorte d'addiction et donc pour réussir à prendre des vacances je suis obligée de désinstaller l'application de mon téléphone. Ce qui est assez marrant quand on est sur les réseaux sociaux, c'est que les gens pensent qu'on habite à Paris automatiquement. Et donc moi, je filmais l'environnement de chez moi. Je disais, non, moi j'habite à la ferme. Dans mon village, il y a 500 habitants et le reste, c'est des noyers. D'ailleurs, mon conjoint est agriculteur. Il emmène ma fille à la même en tracteur parfois le matin. Enfin bon, des trucs qui paraissaient complètement décalés par rapport à ce que les gens imaginaient. Et de plus en plus, on m'a demandé, ah, mais ça se passe comment? Ah, mais la production de noix, comment c'est? Machin. Donc j'ai commencé à poster un peu du contenu de temps en temps. C'était vraiment de temps en temps sur les noix. J'avais beaucoup d'engagement sur les stories que je montrais sur ma vie à la ferme en fait. Et je trouvais ça bien de montrer qu'on pouvait vivre aussi autrement et qu'on pouvait, qu'en fait quand on était femme d'agri, on n'était pas complètement à côté de la plaque et qu'on ne vivait pas en salopette avec notre fourche et on a une vie normale, on a une maison normale, enfin voilà, on a... Parce que les gens ont vraiment cette image un peu d'épinal de l'agriculture encore. Et j'aimais bien casser ça comme cliché. Et donc de fil en aiguille, il y a des gens qui ont commencé à me dire mais où est-ce qu'on peut acheter vos noix? Elles ont l'air super canon, ça a l'air super cool ce que vous faites comme produit et tout. Et là en fait on n'avait pas de vente directe au consommateur. Et donc du coup j'ai dit à mon chéri, tiens, on s'ennuie un peu là. Qu'est-ce que t'en dis si en fait je monte un truc pour vendre des produits à base de noix, mais j'ai envie de développer vraiment une gamme de produits. Moi, ce qui m'éclate, c'est de monter une marque et tout, parce que on en revient à mon école de commerce. Mon métier, c'est la stratégie de marque. Et donc, du coup, moi, ce qui m'éclatait, c'était de monter une marque dans son intégralité et donc de réfléchir à qui elle allait convenir, ce qu'on allait faire comme produit, tester des produits, goûter des produits, lancer un nom de marque, voilà. Donc, tout ce travail en amont que j'adore faire. Du coup, on s'est dit, en fait, je vais m'installer dans l'agriculture, je vais devenir associée de la ferme et je vais monter la marque en étant partie prenante de la ferme. Ce qui était très cool parce que ça m'a aussi permis de faire beaucoup plus d'investissements que ce que j'aurais pu faire toute seule avec une société à mon nom. Et du coup, c'est arrivé comme ça. Je me suis installée officiellement en août 2021 où je suis devenue associée de la ferme. Donc associée, je dis associée parce qu'on est 4. Il y a mon conjoint et mes beaux-parents. Moi, je trouvais ça super chouette aussi de dire... voilà, maintenant je suis agricultrice et ça veut pas, ça casse un peu les codes d'Instagram, enfin voilà. Et je trouvais ça hyper cool en fait de m'installer comme agri. Plein de gens qui me disent « Oh, tu travailles avec ton mec et ta belle-mère et ton beau-père, mais quelle horreur, ça doit être l'enfer !» En fait, non, pas du tout, parce qu'on s'entend très bien et parce qu'il y a vraiment de la communication. Donc c'est d'avant que j'arrive dans la ferme. Hein. Ils s'entendent très bien ensemble et ce qui est super en fait, c'est qu'ils se disent les choses, que ce soit positif ou négatif, il n'y a jamais de non-dit. Donc ça aide beaucoup quand on travaille ensemble et qui me font confiance depuis le début. Et donc du coup, la Grignatée, c'est arrivé. Alors bien sûr, c'est collectif, on a décidé du nom ensemble, on fait un truc... on travaille ensemble, on goûte les produits ensemble et tout ça, mais en fait, ils me laissent prendre les décisions quand il y a des décisions à prendre, ils me font confiance et la Grignatée, c'est plutôt mon bébé en fait. Et c'est un plaisir en fait de travailler avec eux et surtout c'est un plaisir et s'ils n'avaient pas été là, j'aurais pas pu le faire. C'est-à-dire que en fait, quand on a lancé la Grignatée en octobre dernier, on a lancé des préventes. 1er octobre, on ouvre les préventes et moi j'avais dit à mon conjoint si on en fait 50, ce serait trop super, 50 préventes, ce serait trop cool. On a fait 500. Et donc c'est super d'avoir fait 500 préventes, sauf que la semaine où on s'est retrouvé à devoir préparer 500 colis pour les envoyer,
Je me suis dit, moi, si j'avais été là avec mon bébé dans le dos et 500 colis à préparer, j'aurais mis 6 mois en fait à le faire. Donc là, j'avais la chance d'être dans une entreprise qui marchait déjà, qui est une très très vieille entreprise, parce que ça fait 5 générations qui font Voilà, c'est une ferme qui se transmet de génération en génération. Où il y a des salariés, des gens que je connaissais déjà, puisque de toute façon on habite sur la ferme, donc j'étais déjà là tous les jours. Et donc du coup on a pu s'organiser pour réussir à mettre en place la Grignatée. Et donc c'est en ça que je dis j'aurais pas du tout réussi s'ils n'avaient pas été là, et si toute l'entreprise et toute la structure n'avaient pas été là derrière pour que je puisse monter le projet. Souvent, je dis que je suis instable du travail. J'ai pas gardé un seul poste plus de 9 mois. Donc, j'ai pas fait la même chose pendant plus de 9 mois. Je m'ennuie hyper vite dans mon boulot. Donc, je m'ennuie très, très rapidement. Et donc, c'est un peu, je pense, une façon pour moi de pallier à ça, de dire, bah voilà, en fait, si lundi, j'ai pas du tout envie de faire la Grignatée, bah, j'ai les réseaux sociaux derrière et je sais que je peux faire autre chose, en fait. Et du coup, j'ai un quotidien qui est hyper varié. J'ai pas 2 jours où je fais la même chose. Et je pense que c'est ça qui me permet de tenir dans la durée, parce que du coup maintenant ça fait 3 ans et demi que Garde tes conseils a commencé. C'est un truc de ouf pour moi de garder un boulot pendant 3 ans et demi, enfin voilà. Et donc du coup c'est aussi ça qui fait que j'arrive à tenir. Je me sens à ma place ici, ça correspond vraiment à mes valeurs. On crée des produits et en même temps je peux réfléchir au packaging pour qu'il soit le moins impactant possible pour l'environnement. Enfin voilà, l'agriculture c'est quand même un monde assez spécial parce qu'on travaille en fonction des conditions météo. Donc en fait, généralement, c'est pas ce qu'on va faire dans 2 jours. Donc du coup, il faut aussi que je m'organise en fonction du planning de mon conjoint qui peut très bien me dire un soir, ah bah non, demain, en fait, la météo a changé, je serai pas là, il faut que j'aille absolument faire tel travail dans les champs. Et donc, est-ce que tu peux t'occuper des enfants ou est-ce que tu peux t'occuper de ça pour l'entreprise? Est-ce que voilà. Donc il y a quand même des contraintes qui sont incompressibles et auxquelles il faut s'adapter, ce qui fait qu'on peut pas avoir un planning hyper rigide, quoi. Moi j'ai besoin que ça bouge parce que comme je disais, je m'ennuie très vite. J'ai toujours très vite l'impression d'avoir fait le tour et de dire ah bah non, voilà, faut que je change de boulot parce que parce que ça y est, j'ai fait le tour. J'ai pas encore fait le tour de mon boulot ici. Donc c'est vraiment, je pense que c'est un vrai besoin d'avoir quelque chose qui bouge, de dire d'ailleurs mon conjoint me freine tout le temps parce que j'ai une nouvelle idée, un nouveau produit, faudrait qu'on fasse ça, faudrait qu'on fasse ce truc et tout. Donc lui il est plutôt à me dire attends, vas-y, pose-toi 5 minutes. Après j'ai des vrais moments dans ma vie où je me dis non mais là on en fait trop, j'en peux plus là, j'aimerais bien être salariée et rentrer chez moi, poser mon cerveau et dire c'est bon, j'ai fini ma journée là, laissez-moi tranquille jusqu'à demain. Sauf que ça ne me conviendrait pas. Je sais très bien que voilà, c'est une envie, parce qu'elle est due à la fatigue. Il y a aussi la vie de jeunes parents qui fait qu'on ne dort pas beaucoup la nuit. L'objectif là, c'est de réussir à faire rentrer la Grignatée dans la distribution classique, donc traditionnelle, c'est-à-dire dans les commerces, parce que la Grignatée pour l'instant ça fonctionne que par internet. Ce qui est super, c'est super chouette de voir que les gens ils nous suivent. Moi je suis hyper contente, l'enthousiasme des gens c'est un vrai moteur. Et c'est dans ça que je trouve hyper cool de travailler sur les réseaux aussi, c'est qu'on a les retours en direct. Je me ferme la porte à aucun projet et à aucun rêve parce que c'est ça qui me permet de tenir aussi dans un quotidien qui est quand même où il n'y a pas beaucoup de pauses en fait. Et du coup il faut des moteurs. Et mes moteurs c'est les projets. Et ça a toujours été des projets, tout le temps. Merci pour votre écoute et à Ophélie d'avoir pris le temps de répondre à mes questions en toute franchise. À très bientôt pour un nouvel épisode. Abonnez-vous, laissez des étoiles et des commentaires, c'est le meilleur moyen de me soutenir. Merci.